je suis Mathieu Stéphanie et j'ai le plaisir de vous présenter Génération Do It Yourself, le podcast qui décortique le succès des personnes qui ont fait le grand saut. Que ce soit des entrepreneurs, des sportifs ou encore des artistes, je vous propose, sous forme d'interviews sans filtre, de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. Mon objectif est de comprendre leur mode de pensée, leur organisation ou encore leurs outils et de vous proposer un véritable MBA des échecs et des succès de ces invités. Ce podcast vous est présenté par Cosa Vostra. Cosa Vostra est un cabinet de conseil, un studio qui conçoit et développe vos projets digitaux et une agence de communication et de growth hacking. Avec plus de 30 collaborateurs répartis entre Paris, Londres, Bordeaux et Tunis, Cosa Vostra réveille la start-up qui est en vous. Pour plus d'informations, tapez COSA VOSTRA un peu partout sur Internet. Pour soutenir Génération Do It Yourself, merci de vous abonner gratuitement sur votre application podcast, disponible en natif sur tous les iPhones et iPads, sur Deezer ou encore SoundCloud, et surtout à noter et partager autant que vous voudrez. Bonne écoute sur Génération Do It Yourself. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Charles Kurdali de chez Fetch. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de te recevoir, ça fait un bout de temps qu'on se parle. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, du coup, donc Jean-Charles Kurdali, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis entrepreneur depuis maintenant 3-4 ans. Je suis le cofondateur et CEO de Fetch, du coup une startup qui est dans la food delivery. Du coup, donc un concurrent aujourd'hui de Uber Eats, Deliveroo, spécialisé du coup sur des villes entre 100 et 200 000 habitants et qui opère dans 7 villes en France aujourd'hui. Alors ça fait beaucoup d'un coup et beaucoup de choses très intéressantes. Une des raisons pour lesquelles je suis ravi de parler avec toi et d'échanger, c'est que alors si je dirais trois raisons, c'est trois choses. C'est que déjà t'es très jeune par rapport à ton expérience entrepreneuriale. Tu le dis, 4 ans d'entrepreneuriat pour 26 ans, ça fait quand même pas mal. Et puis tu entreprends en région sur des modèles économiques de grosses startups internationales qui ont levé énormément. Donc t'as vraiment une approche très je dirais assez unique dans tout ça. Donc je suis ravi de pouvoir creuser ça avec toi. Mais d'abord 26 ans, 4 ans d'expérience entrepreneuriale. Donc Fetch, c'est depuis 4 ans ou tu avais commencé sur autre chose avant ? Bah du coup, si je retrace un peu ce qui commence à m'amener à Fetch, moi je me considère comme quelqu'un, si tu préfères, qui quand il aime quelque chose, il va se donner les moyens à 100% d'essayer d'être le meilleur, en tout cas un des meilleurs dans le domaine. Et à l'inverse, quand j'aime pas, je suis vraiment très très nul. Donc ça a commencé avec l'école, donc j'étais plutôt celui qui avait soit la meilleure note, soit la pire note, souvent, sur les matières. Et du coup, la première activité dans laquelle j'ai fait ça, c'est dans le tennis. J'ai commencé à 10 ans en fait à me mettre sérieusement au tennis. Ça m'a permis d'être rapidement dans les 8-10 meilleurs, on va dire, de ma catégorie vers 14 ans, 13-14 ans. Et j'avais cette envie, quand j'étais passionné, du coup je me donnais les moyens. Donc ça marchait plutôt bien, sans être professionnel bien sûr, mais c'était une première étape. J'avais déjà même ce côté un petit peu entrepreneur, pour me revenir encore un peu plus 8-10 meilleurs à quel niveau français niveau départemental, d'accord, c'était local, c'était pas du tout, bien sûr, je vais pas préciser, mais c'était au niveau local. Et donc du coup, juste même avant, j'avais eu ma première petite expérience entrepreneuriale qui a duré 2 jours à 8 ans. J'avais besoin de m'acheter des bonbons comme quand on est petit en fait, si je peux dire. Et du coup, j'avais des jouets que je considérais que j'en avais plus besoin. Et du coup, je suis parti prendre mes quelques jouets, une dizaine, et les vendre en porte-à-porte dans le village de ma grand-mère où je suis originaire du coup de Lorraine et à Nancy. Et du coup, dans un village pas très loin de Nancy, et j'avais réussi à vendre 3-4 jouets en une demi-heure, 45 minutes. Pour te pourrir les dents, c'est bien. C'est bien, voilà. Du coup, je me suis fait arrêter. Alors, je sais pas pour quelle raison je me suis fait arrêter par ma grand-mère, mais c'était la petite anecdote entrepreneuriale assez jeune, qui a duré du coup pas très longtemps. Et donc du coup, le tennis. Ensuite, j'ai découvert à 16 ans, en fait, il y a un prof de maths qui dit tout simplement, moi, je joue au poker et vous pouvez pas me battre. Il explique pas spécialement pourquoi, mais on croit comprendre qu'il y a des probabilités, des choses comme ça.
Et moi, je dis, mais il dit n'importe quoi, ce monsieur. Enfin, pour comment ça, c'est un jeu de chance, qu'est-ce qu'il raconte? Et c'était pas encore très connu en France, mais ça m'a intrigué. Les cours commençaient un petit peu à me désintéresser. Voilà, j'avais du mal avec le côté nivellement par le bas, c'est assez lent. Enfin, je n'étais pas forcément passionné par l'école. Le tennis commençait à perdre un peu aussi parce que j'avais eu des petits soucis personnels qui ont fait que j'ai eu une mauvaise année au niveau de ma saison de tennis cette année-là aussi. D'accord. Et du coup, c'était le moment où j'avais besoin, je pense, de me donner un gros challenge justement de je pars de zéro dans un domaine que je connais pas et j'essaye de voir jusqu'où ça peut me mener en me donnant les moyens. Et du coup, en fait, je me suis intéressé au poker en ligne. Qui encore une fois était très méconnu en France. On jouait sur des sites internationaux à l'époque. D'accord. On n'était pas cloisonné comme aujourd'hui. Et donc du coup, ça m'a permis déjà j'avais pas d'argent, donc j'ai commencé sur des petits tournois gratuits. Okay. J'ai gagné quelques dizaines, centaines de dollars sur les tournois gratuits. Et après, j'ai pu jouer du vrai argent et monter les échelons petit à petit, du coup, pendant entre 17-18 ans et 22 ans. Donc ça, c'est le poker tel que la belle époque, en effet. Tu t'y es parti tout ça de zéro, réellement de zéro, et grâce à ces centaines de dollars, t'as réussi à monter jusqu'à des dizaines de milliers d'euros. Du coup, je vivais très bien pour un étudiant du poker. Pro, pas pro, c'est compliqué à dire parce qu'il n'y a pas de vrai statut, mais en tout cas, je jouais avec des professionnels et j'étais loin d'être ridicule, voire meilleur que la plupart. Et tu jouais sur des tables, par exemple, à combien? Enfin, ça montait jusque une cinquantaine d'euros, certaines tables, ce qui online est des tables déjà assez élevées, parce que du coup, on joue plein de tables en fait, donc on ne joue pas comme pour ceux qui connaissent, voilà, des tables en live comme on dit, où là on a qu'une table, donc on peut jouer plus cher. Online, on va jouer 6, 8, 10, voire plus de tables. Donc tu joues 500, entre 500 et 1000 en fait, euros en permanence. Ouais, c'est ça, sur les tables, et puis des pertes de centaines d'euros ou des gains de centaines d'euros journaliers, du coup, assez jeunes. Et du coup, pour l'anecdote, j'avais beaucoup de mal forcément à me concentrer sur mes études avec ces sommes qui rentraient, parce que c'était surtout les rentrées. J'ai très rarement perdu de l'argent sur un mois, par exemple. Oui. Ça m'arrivait peut-être 1 ou 2 fois sur 3 ans, 4 ans. Donc c'était très, très rare. Et puis se motiver du coup pour aller faire des jobs d'été, des choses comme ça. Je sais qu'il y avait ma famille qui voulait que j'aille travailler l'été pour gagner un petit peu d'argent, mais surtout, je pense, pour apprendre le travail. J'imagine la famille, le pauvre petit Jean-Charles là qui est complètement scotché sur son ordi jour et nuit. Pas vraiment, parce que j'étais pas geek en fait. J'avais du mal à jouer beaucoup d'heures, donc j'étais plus en mode je joue 2-3 heures par jour maximum. D'accord. Et après j'en profite à côté, je peux sortir. C'est une compétence, je pense, d'avoir cette capacité de passer des heures et des heures. Ce petit côté geek, il le faut aussi pour être hyper performant dans le jeu. Okay. Moi j'étais plus, j'adorais la théorie, j'adorais jouer, mais pas des dizaines d'heures des 30-35 heures par semaine, je faisais pas quoi. Ok. Et du coup, le poker t'a mené directement, à ta vie entrepreneuriale, donc à la fin de tes études, ou tu as droppé tout ça, ou comment ça s'est passé? Moi, je vois déjà le poker comme de l'entrepreneuriat en fait. Donc même si c'est pas de l'entreprise, il y a une gestion de carrière, il y a une gestion de son capital. On fait des choix, etc. Il y a beaucoup de compétences aussi qui m'ont servi et qui me servent encore sans pouvoir y revenir peut-être. C'est peut-être un début d'entrepreneuriat. En revanche, faut pas voir l'entrepreneuriat comme du poker parce que non. Mais on réduit les risques. Enfin, l'entrepreneuriat, je le vois comme on est là pour aussi des entrepreneurs. En fait, les gens pensent que c'est des gens qui prennent des gros risques, alors qu'en fait, on est souvent des gens, je pense, qui sont là qui comprennent les risques et qui sont là pour les réduire. Et les joueurs de poker, en fait, les bons joueurs, je parle bien sûr, ont cette approche. En fait, il y a vraiment des approches communes en fait entre les deux milieux, mais qui sont beaucoup plus durs à percevoir du public, encore plus pour le poker. Et donc du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur un forum d'entrepreneurs, ou un blog d'entrepreneurs pendant un stage dans mes études. D'accord. Et j'ai trouvé sur un forum de poker. Donc le poker m'a vraiment directement transmis la suite. Et l'entrepreneuriat, du coup, j'ai découvert qu'on pouvait monter une boîte entre guillemets avant 50 ans. Sachant que quand on est à Paris, je ne sais pas, mais en région en tout cas, on a très peu de visibilité, en tout cas à l'époque, même sur les startups, sur le fait qu'on peut monter une boîte avant d'avoir des diplômes entre guillemets de vie, on va dire.
Et du coup, ça a été vraiment une révélation. Et je me suis dit, c'est pour moi la suite logique de ce que je suis en train de faire, sachant que le milieu du poker était le marché était mature et même en début de déclin. Et je voulais pas attendre que ça soit vraiment très dur que pour changer, quoi. Donc j'ai anticipé ça. Et mais en effet, ce point que tu évoques, hein, je pense que j'ai reçu plusieurs personnes sur ce podcast, mais qui sont passées en effet par Paris pour éventuellement monter des boîtes en région. Je pense à Rachel Delacour par exemple, qui a travaillé sur BIM à Montpellier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même souvent un passage obligé, peut-être par Paris. Alors pas pour l'entrepreneuriat en général, hein, évidemment. On peut penser à toutes les boîtes plus traditionnelles, mais sur l'entrepreneuriat tech, c'est vrai que c'est relativement important. Même si je pense de moins en moins vrai. Je pense à des Celsi qui sont montés à La Rochelle. Je pense à des tas de boîtes à Nantes, à Bordeaux, qui deviennent très dynamiques, ou dans le nord de la France, des Cdiscount évidemment pour les plus anciens, donc Marseille, Lyon. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Mais en effet, ce point. Donc toi, tu habitais à Nancy. C'est ça, où il n'y avait pas eu beaucoup de succès. Il y avait eu Boursorama, qui est connu, D'accord. qui a été monté à Nancy. Je savais pas. La partie tech est toujours à Nancy d'ailleurs. D'accord. Il reste, tout le reste de la boîte est à Paris, mais la tech restait à Nancy. Ok. Mais sinon, c'est la seule réussite vraiment notable tech pure, on va dire des 20 dernières années, quoi. Donc, comme tu dis, c'est compliqué, quoi. C'est vrai. Donc, faut trouver un peu ce dynamisme. Et donc, comment t'arrives, toi, quelle est ta première étape, du coup, après le poker dans l'entrepreneuriat? Bah, du coup, première étape, c'est déjà choisir en premier quel type d'entrepreneuriat je veux faire. Est-ce que je veux faire du commerce? Est-ce que l'import-export, des startups, enfin plein de choix. Rapidement, c'est quand même les startups, parce que là, pour le coup, ça commençait vraiment, même en région, on commençait à sentir voilà les levées de fonds, vous voyez les posts, machin, lever X millions, etc. Enfin, même si c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans ce milieu, loin de là, on voyait qu'il y avait une effervescence qui montait, et du coup, ce que j'aimais bien dans les startups, ce que j'ai compris, c'est que ma perception, qui a pas beaucoup changé, c'était on part vraiment de tout petit, mais on a des grandes ambitions et on a une recherche de l'excellence obligatoire, parce que le marché oblige en fait c'est souvent soit winner takes all ou pas loin. Donc il y a vraiment une approche de il faut devenir le meilleur dans son domaine pour y arriver, et le tout dans un laps de temps assez court, où en fait on voit beaucoup plus rapidement les différentes étapes d'une entreprise par rapport à des boîtes plus classiques qui ont une trajectoire plus linéaire, qui est très très bien aussi, mais c'est différent. C'est ça qui m'a plu. Et du coup, j'ai rejoint une première start-up en fait avec un cofondateur dans un domaine qui n'a rien à voir avec celui de Fetch. C'était dans la communication des entreprises. On voulait faire un espèce de Slack, on va dire, pour un outil connu aujourd'hui. D'accord. Avant que Slack soit vraiment installé, on le connaissait pas du tout. Tout en sachant qu'on a fait toutes les erreurs, on va dire, pendant 8 mois que ça a duré cette expérience, on a fait toutes les erreurs à ne pas faire quand on monte sa première boîte, ce qui m'a beaucoup aidé pour Fetch après. Et on n'a jamais fait Slack, même pas un millième de Slack aujourd'hui, quoi. Donc une messagerie d'entreprise, très B2B, c'était un peu l'idée. Ouais, et puis au final, c'était un besoin en fait que nous-mêmes on comprenait pas forcément. On n'avait jamais trop travaillé en entreprise. Enfin, c'était même pas un besoin personnel pour le coup. C'était plus une opportunité de marché. Et voilà ce que j'ai considéré après comme étant pas forcément la bonne approche, en tout cas personnelle, quand on monte une boîte. Et au final, on a fait tout ce qu'il fallait pas. Donc, qu'est-ce que c'est être dans son coin et pas parler à des utilisateurs potentiels pour comprendre s'il y a un vrai besoin déjà. Moi, je pars plutôt du principe il faut chercher un problème et après trouver une solution, mais pas partir d'une solution. Et nous, on a fait vraiment l'inverse. On a cherché trop vite un développeur aussi, alors qu'on pouvait faire largement par nous-mêmes au début. Donc voilà, plein d'erreurs comme ça, en fait, qui sont assez classiques, en fait, quand je parle à d'autres jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes d'ailleurs, qui démarrent. La première boîte est souvent compliquée. On est tout à fait d'accord, et c'est vrai que une des grosses, justement, je reviens sur ce podcast avec Rachel Delacour, mais un des gros enseignements, et je le recommande assez souvent à des gens avec qui je parle de cet épisode, c'est vraiment d'entendre à quel point elle a interrogé des clients potentiels, et notamment depuis Montpellier, sur LinkedIn, des clients potentiels aux États-Unis, qui ont fait qu'une fois qu'elle a son produit, son MVP, son minimal viable product, qui est sorti, elle a pu l'envoyer à des gens avec qui elle dialoguait depuis des mois, voire un an, et leur dire, voilà, j'ai quelque chose qui correspond à vos attentes. Donc non seulement on comprend mieux le produit
et ce qu'il faut développer et le besoin. Mais en plus, une fois qu'il est sorti, on a déjà des prospects un petit peu chauds qui ont exprimé ce besoin. Donc c'est quand même assez fantastique. Donc en effet, développer son truc dans son coin tout seul. Je suis passé par là à 25 ans. On s'est bien foiré à l'époque et avant de se rattraper d'ailleurs. Mais en effet, c'est quelque chose qui est je pense une très bonne leçon qu'il faut retenir. Et donc vous en arrivez à voir. Toi, t'es très axé finalement à ces opportunités de marché. À ce moment-là, oui, et en final, complètement changé du coup avec Fetch. Ouais. Parce que c'est vrai que ça peut, de l'extérieur, quand on connaît pas l'histoire, ça fait une vraie opportunité de marché parce que c'était le moment où on peut croire que la food tech, où elle arrivait en fait, en France notamment. Et donc du coup, la première startup, du coup, ça s'est fini vers fin 2014, Ouais. vers octobre, novembre 2014. Et l'idée de Fetch, c'est janvier 2015. Et il faut juste, voilà, c'est au niveau de la chronologie un petit peu de la food tech en France, tous les acteurs qu'on peut connaître aujourd'hui, donc Deliveroo, Uber Eats, anciennement Take It Easy, toutes ces entreprises, n'étaient pas encore en France en janvier 2015. D'accord. Les seuls acteurs qu'il y avait à cette époque, c'était Allo Resto, du coup l'historique, qui ne fait pas de la livraison lui-même, et Restoin, du coup une autre entreprise qui existait depuis 7-8 ans, mais qui était qui était pas en fin de vie, mais qui était plus qui était pas dans la nouvelle vague des startups. Et donc en fait, c'était vraiment un besoin personnel. Il y avait même pas d'études de marché au préalable. C'était vraiment, je veux me faire livrer mes restos favoris à Nancy, et ça m'énerve que je ne puisse pas le faire. Donc il y avait aucune connaissance, je connaissais même pas le resto. D'accord. Et en fait, c'était une idée qui est venue. Alors l'histoire, ça fait un peu loufoque. C'était je vois un film au cinéma qui parle de livraison de pétrole. Okay. Rien à voir. Et le soir, je fais une connexion en livraison, du coup, et il était 2h du matin, livraison et bouffe en fait. Mm-hmm. Et puis je me dis, je peux pas me faire livrer des restos à Nancy, c'est très embêtant en fait ce truc. Et en fait, ça m'a travaillé. C'était mais il faut que ça existe. Et puis du coup, je me suis dit, mais voilà, c'est ça l'idée que je veux faire. C'est un truc en fait, je me rendais pas compte, mais c'est hyper chiant en fait qu'il y ait pas ça dans ma ville. Et donc du coup là j'ai senti en fait dès le premier jour que j'étais drivé par une force qui était beaucoup plus importante que sur la précédente, où c'était plutôt comme du coup l'opportunisme de voir il y a un besoin qui n'existait pas en fait, enfin pas sur de la forme que nous on pensait. Là je me suis dit si moi j'ai ce besoin là, il y a certainement des gens qui l'ont aussi, et du coup je vais aller le vérifier. Et ça a commencé comme ça. Premier soir, j'ouvre un Google Doc et je note pendant 2 heures toutes mes idées. Et Okay. le Google Doc, je l'ai encore, et il est hyper, c'est ouf, il est hyper, je vais pas dire intelligent, je vais pas me jeter des fleurs, mais il matche plutôt bien avec la vision de Fetch aujourd'hui en fait. D'accord. Il y avait déjà en fait des choses que j'ai notées dedans en fait qui posaient les fondations en fait 10 minutes après l'idée de ce que Fetch est encore 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Et du coup, comme tu dis, en fait, ce que tu expliquais avec Rachel Delacour, c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi ce qu'on a fait sur Fetch. Ça a démarré par, dès le lendemain ou le surlendemain de l'idée, aller voir des restaurateurs. Okay. Pour comprendre déjà, avant de perdre son temps à développer quelque chose, est-ce que ces restaurateurs-là ont un besoin de se faire livrer, enfin de proposer de la livraison. Ce qui aujourd'hui paraît complètement évident, mais qui n'était pas le cas du coup vu que le marché n'existait pas. Est-ce qu'ils s'en rendaient compte eux, de ce besoin, je veux dire? Ils s'en rendaient tous compte en fait. J'en avais démarché à une 50aine en une dizaine de jours, 15aine de jours. Okay. Et j'ai eu des discussions qui étaient hyper intéressantes pour moi qui connaissais rien de ce business. Moi j'étais côté client, pas côté restaurateur. Et il y avait ce besoin. Il y en a souvent qui m'ont dit j'avais cette idée, mais je ne l'ai pas fait pour les raisons manque de temps, etc. Tout le monde a dit, la moitié m'ont dit ça. Oui. Mais il y avait une demande de leurs clients. Leurs clients disaient pourquoi vous livrez pas? Nous on aimerait se faire livrer, on adore votre resto, mais des fois on n'a pas envie de venir. Du coup il y avait déjà même à Nancy, du coup il y avait cette demande des restaurateurs via leurs clients qui ressentaient le besoin. Ça c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que c'est une de tes forces. Tu dis une 50aine en 10 jours. Mais j'ai l'impression que quand t'as une petite idée comme ça, t'es assez, je le vois quand on partage sur LinkedIn et en mode bulldozer, à être capable de vraiment t'arracher comme ça. Ce que je pense aussi quelque chose d'hyper important pour se lancer. On parle là de la base du travail et donc des références de potentiels clients plus tard, mais ça marche sur tous les points du business, c'est-à-dire qu'il y a des moments où faut vraiment s'arracher très 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 fortement pour essayer de voir plein de monde et souvent beaucoup de gens attendent, regardent, se disent c'est pas le moment, etc.
Et ça là-dessus, toi, tu fais quoi? Tu sors dans la rue, tu rentres dans les restaurants. En fait, c'est vraiment la leçon de la première boîte. En fait, c'était déjà moi, je suis pas tech. Du coup, voilà, même si j'avais quelques connaissances que j'avais commencé à apprendre, c'était plus du front, donc ça servait pas à grand chose au final. Du coup, quand on n'est pas tech et qu'on est du coup fondateur d'un nouveau projet, ou futur fondateur de start-up, notre plus-value au début, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller rencontrer les gens, c'est de comprendre le marché. Ça sert à rien de faire un produit dans son coin. De toute façon, c'est pas le faire. On va faire un truc un peu dégueu, ce qui peut être très bien pour démarrer, mais notre plus-value, elle est pas là. Donc, tu te souviens du premier que t'allais voir? Premier resto, ouais, c'était incroyable. Le premier, déjà, je me souviens que j'avais un peu peur parce que je suis pas du tout commercial. Enfin, j'ai pas d'études là-dedans, donc c'était la première fois que j'avais démarché quelqu'un en fait. Okay. J'avais une petite appréhension, je me rappelle très bien. J'avais fait un Google Doc pour avoir un prétexte pour rentrer dans la pièce, dans le resto. Ce que je n'ai jamais utilisé. C'était qui? En fait. Et c'était du coup je peux dire un méthode pasta à Nancy. Ouais. Et c'était un truc de dingue parce on a super bien échangé pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie. Elle avait même proposé, bon, c'était un peu, ça ne s'est pas fait finalement, mais même d'investir. Premier resto que je vois, elle voulait investir dans Fetch. Super. Elle voulait mettre 10 000, 20 000, je sais plus, petite somme, mais pas mal pour une personne. Tu m'étonnes. En business angels. Encourageant. Et donc, premier resto démarche, on voit qu'il veut investir. On se dit, c'est quoi? Il y a une blague derrière. Et du coup, ça donne encore plus envie, voilà, de faire, comme tu dis, le mode bulldozer qui nous caractérise bien chez Fetch. Moi, je dis toujours, on est une boîte d'exécution, même si la tech est importante, voilà, c'est cette capacité d'exécution qui est importante. Et c'est vrai que la force du fondateur, notamment, même toujours, en fait, mais encore plus au début, quand on est que 1 ou 2, enfin, en tout cas, si on travaille pas, il se passe rien. Ouais. Ce qui est moins le cas, entre guillemets, quand on commence à voir, aujourd'hui, j'ai plus d'employés, si je travaille pas une journée, la boîte avance quand même. Mais au début, ça se fait ou défait selon la conviction et la force des cofondateurs. Et donc là, tu parles déjà avec ton associé, tu es associé, hein, vous êtes 2. Oui. Du coup, on a fait plusieurs tentatives d'équipe, on va dire. Au début, on a un peu tâtonné. Okay. En tout cas, on est 3 aujourd'hui vraiment. Un minoritaire, du coup, un juriste qui a 28 ans et qui nous a beaucoup aidé, notamment au début de Fetch. Qui s'appelle Nicolas Castelli et qui est à Nancy également. Ok. Qui pour l'histoire était dans mon lycée également comme mon autre associé, mais que je ne connaissais pas parce qu'il a 2 ans de plus que moi. Donc moi, j'étais un petit second quand en terminale et je ne lui parlais pas. Mais voilà, on s'est connus quelques années plus tard. Et lui, du coup, donc voilà, il est minoritaire, il travaille pas à temps plein sur l'entreprise, il est avocat maintenant, et voilà, donc il sort des actions petit à petit, voilà, pour que nous on puisse en récupérer aussi par rapport à ce qu'il a. Et surtout Lou Chardin, mon associé principal, qui est le directeur financier de Fetch, qui est du coup un ami du lycée que j'ai rencontré en première. Donc on a fait notre première et terminale ensemble. Et on avait la particularité, on va dire, de tous les deux, je pense qu'on s'est un petit peu suivi en fait à partir de 18 ans quand on a quitté le lycée. Et j'avais considéré, je l'avais un petit peu tagué dans ma tête comme étant quelqu'un à gros potentiel. D'accord. Et que je voulais suivre, et je me suis dit, je sais pas sous quelle forme, mais si un jour je fais un truc où j'ai besoin des personnes, Lou fera partie des gens que je contacterai. Tu fais ça souvent? Ouais, quasiment tout le temps en fait. Je cherche les gens, ça peut être pour des projets pro, perso, enfin des gens avec qui je peux m'associer, parce que je pense tout seul c'est très compliqué d'y arriver. Et du coup, Lou m'a suivi, il m'a vu ma percée dans le poker, moi j'ai vu sa percée il était autodidacte dans le bâtiment, il a appris, il refaisait des KFC, des McDo, des choses comme ça en fait. D'accord. Et en apprenant tout seul, il avait un ami mais il a appris beaucoup tout seul. Et il gagnait aussi pas mal d'argent du coup dans cette activité qui n'était pas une activité d'avenir pour lui, mais voilà, c'était mieux pour lui que les études. D'accord. Et donc du coup c'était vraiment quelques jours après l'idée de Fetch. C'est la première personne à qui j'ai pitché Fetch. Okay. Et je lui ai dit il faut venir quoi. C'est le truc qu'il faut qu'on fasse là. Et là vous avez quel âge du coup? Et là on a 23 du coup. 23, tous les deux. Pas moins de 24. Ouais. Vous dites ok, on se lance dans une start-up. Moi du coup il avait vu ma première expérience du coup qui était un échec, après c'est relatif, un échec ou un succès, mais en tout cas voilà, ça s'est arrêté. Et donc il avait suivi ça, et lui il voulait monter aussi une entreprise plutôt dans de l'import-export lui. Oui. Et du coup je lui ai dit non fais pas de l'import-export, viens faire ce qui était pas encore, on appelait pas ça Fetch, mais viens faire ce projet de livraison avec moi. Et là-dessus du coup vous dites déjà à ce moment-là on va faire Nancy et des villes de région, ou vous dites on va faire Nancy déjà? On n'a pas encore la vision, là je vais pas faire l'histoire a posteriori. C'est déjà Nancy.
on sait qu'on veut faire un truc plus large que Nancy, mais on sait pas encore quoi. Et on veut déjà faire notre ville, et on a cette fierté de faire dans la ville dans laquelle on est né un super service de livraison. Qui à ce moment-là, il y avait aucun acteur, et c'était déjà de pouvoir déjà personnellement se faire livrer, et que nos amis puissent se faire livrer les meilleurs restos de la ville. D'accord. Il y avait cette volonté, mais il n'y avait pas encore la vision actuelle. Ok. Et du coup, vous avez pas d'associé tech? D'accord, ce qui est pour beaucoup d'investisseurs, moi je pense qu'il n'y a pas de vérité là-dessus, mais il y en a, ils investissent pas direct. Mais ouais, en effet, le fait de pas avoir d'associé tech, ça pose un problème dans des boîtes tech. Mais vous avez réussi quand même à lancer une plateforme. C'est quoi les étapes? Donc tu valides ton business, tu te dis ok. Validation resto déjà. Voilà. Très vite côté client, on crée le nom de la marque Fetch, un logo très vite pour pouvoir communiquer dessus. Ouais. Donc la page Facebook, enfin tous les trucs assez classiques. Et très vite en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place, on se dit comment on démarre Fetch, on va faire un groupe privé. Et en fait, on l'appelle groupe VIP. Et on inverse, en fait, on fait un reverse un peu. On se dit, au début, quand on monte une boîte, on est très content que les clients viennent commander, enfin, utiliser notre service. Nous, on a fait l'inverse, on a limité les accès au groupe VIP. D'accord. Pour qu'il ait une vraie valeur, ce mot VIP. Un groupe secret ou groupe privé? Ouais, groupe secret Facebook, que seuls les gens qui ont contacté pouvaient accéder. Ok. Et du coup, on a dit, voilà, on avait fait une mailing list avant ça un petit peu. Il y a Fetch qui va arriver sur Nancy, service de livraison. On communiquait. Du coup, comme on était une start-up, même si on n'avait rien fait encore, la presse venait nous voir, la presse locale, je parle. Du coup, on avait des articles, donc on avait des nouveaux inscrits. Et le jour où on a voulu se lancer, donc c'était vers juillet-août 2015, où on était prêt, c'est un gros mot, mais on pouvait se lancer du moins. On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt, et c'est mieux de ne pas être prêt à se lancer qu'attendre trop. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, voilà, 50 personnes, voilà, inscrivez-vous les 50 premiers, après on ferme. Dépêchez-vous. En 3 heures, on a eu 85 personnes. J'ai pas eu le temps de fermer parce que j'étais allé faire je pense du commercial, enfin, les démarches. Ouais. Du coup, je ferme les inscriptions. Ok, on en a 80, 85. Et 2 semaines après, on lance le service avec nous-mêmes au début pour livrer. Je vais pas mentir, on l'a fait que quelques jours parce que c'était trop usant pour pouvoir faire le business à côté. Et on a du coup très vite commencé à travailler avec des coursiers. D'accord. Et on donc a. Vous avez quoi? T'as acheté un scooter ou? Non, tout de suite c'était vélo. Nous on fait 100% vélo. D'accord. On n'a jamais livré autrement qu'en vélo. On avait livré une fois autrement. Seulement c'était en voiture, mais c'est parce que c'était au tout début de Fetch où on avait une galère et il fallait, du coup il y avait pas assez de livreurs. On a pris j'ai un associé qui a pris la voiture et qui allait livrer. C'est la seule fois où on a livré autrement qu'en vélo. Ça, c'est un truc qui est assez important pour nous, la livraison à vélo. Déjà, c'est tout à fait possible dans nos périmètres. Et au niveau même personnel, j'aime pas du tout la livraison scooter. D'accord. Et scooter électrique, je veux bien, mais encore, je préfère le vélo. Mais donc du coup, vélo, et exactement comme ce que tu disais aussi avant par rapport à Rachel Delacour, on a avec ce groupe privé, ça a duré 5 mois. Et en fait, j'ai parlé à tous les gens qui étaient dans ce groupe privé, sachant qu'on est passé de 50 à 1200, 1300 personnes sur cette période. Un par un, et en fait dès qu'ils commandaient, en fait on était sur un groupe Facebook. Du coup il y avait une espèce de landing page que j'avais faite moi-même un peu moche avec des PDF horribles, mais qui fonctionnaient, qui permettaient de faire le service, la valeur qu'on voulait créer. Et donc du coup les gens en fait venaient me parler, ou moi je venais parler aux gens. Et du coup c'est quoi? Explique-moi le service. Du coup tu commandes sur Fetch. Ouais, donc tu as le menu des restaurateurs. On fait des partenariats avec des restaurants. Ouais. Après, on les référence sur notre site, donc avec leur carte. Ouais. Soit on prend leur carte entière, ou on design une carte pour eux, avec eux, pour la livraison. Ok. On a une flotte de livreurs, du coup, indépendants, qui circulent dans la ville, qu'on recrute. Qui sont payés à la livraison. Qui sont payés à la course. À la course, un prix forfaitaire? Un prix forfaitaire, donc c'est 5 € la course. D'accord. C'est le modèle qu'on a depuis le début. Au début, on a commencé avec 0 argent, tant qu'il n'y a pas eu la première levée de fonds. Pendant 1 an et demi, on a injecté que 1500 € dans l'entreprise. Ok. Donc, autrement dire, rien du tout. Ouais. Donc, on ne pouvait pas se permettre de payer à l'heure comme faisaient certains des premiers arrivants en France, parce que ça aurait creusé notre tombe très vite. Bien sûr. On n'aurait pas eu assez de volume et on serait mort. Donc, en fait, le modèle qui est adapté aujourd'hui par quasiment tous les acteurs, qui n'était pas le cas quand ça a commencé, et le modèle original de Fetch, en fait, je dis pas qu'ils ont copié sur nous, mais en tout cas nous c'est celui qu'on a pris tout de suite par manque de moyens. Ok. Et ouais, du coup on a commencé recrutement des premiers coursiers. On trouve des passionnés de vélo à Nancy, on se dit qui nous suivaient, on commence à travailler avec eux.
Et puis on a appris énormément sur cette période privée parce que bah voilà, parler aux clients, il y a rien de mieux en fait pour comprendre où est la valeur de son business, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Sachant que toi, voilà, c'est la difficulté de ces marketplaces, c'est que t'as ton équipe interne, ça c'est quelque chose, ton entreprise, Fetch, mais t'as beaucoup d'acteurs externes. C'est-à-dire que tu as tes clients, évidemment, qui sont importants, les restaurateurs qui sont importants parce que l'offre, la demande, puis t'as les livreurs aussi. Donc c'est très dur de trouver l'équilibre. Voilà, tu dois trouver un équilibre. Tu dois être certain que quelqu'un soit livré quand il commande, donc avoir toujours un livreur sous la main. Et t'as donc tes clients avec qui tu dois discuter, tes livreurs avec qui tu dois discuter, tout le monde. Et comment tu gères tout ça aujourd'hui? Par exemple, les livreurs. C'est qui le livreur Fetch? C'est un étudiant, c'est deux typologies de livreurs. Il y a l'étudiant, oui, qui fait ça en complément du coup de ses études. Il se met en auto-entrepreneur et puis il se met en auto-entrepreneur. Après voilà, souvent nous on lui propose aussi de continuer à trouver d'autres soins. Ils ont d'autres prestataires ensuite. Ils vont travailler avec un concurrent ou ils vont travailler avec je sais pas, un fleuriste ou d'autres personnes. Ok. On a aussi une autre catégorie que j'aime beaucoup aussi. Moi, je veux vraiment que ce soit des compléments de revenus. Donc, j'aime bien aussi ceux qui font un mi-temps, par exemple, et qui font Fetch à côté. D'accord. Et par contre, ceux pas qu'on exclut, mais qu'on préfère pas avoir, et voilà, qu'on est prêt même à rencontrer pour lui expliquer que c'est pas forcément bien pour lui, c'est celui qui le fait à temps plein. Enfin, par exemple, qui est étudiant et qui devient plus étudiant parce qu'il pense que Fetch peut lui permettre de gagner plein d'argent. Ouais. Nous, on n'a jamais mis en avant des pubs du style gagner 2000 € par mois en devenant livreur Fetch. Nous, c'est t'as un complément de revenu, c'est une activité précaire, t'es auto-entrepreneur. Du coup, c'est une vision personnelle. Il y a une vraie. Moi, j'aime pas du tout les mises en avant. Voilà, je sais que Uber pendant très longtemps, même le service Uber, pas Uber Eats, gagnait masse d'argent, on va dire, en devenant driver Uber. Alors c'est bien, il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais je pense pas que ça soit moi personnellement, je considère que c'est pas une bonne manière de voir le truc. Je pense qu'il y a une différence déjà entre le chauffeur voiture et le chauffeur à vélo. À vélo, il y a quand même déjà une problématique physique enfin voilà, c'est fatigant d'être en voiture, mais je veux dire livrer ça a rien à voir, livrer 8 heures par jour en vélo, je pense sous la pluie, la neige, oui, c'est compliqué. Donc voilà, donc c'est étudiant et mi-temps ou petite activité à côté. D'accord. Et du coup, par exemple, aujourd'hui, Nancy, qui est la ville qui a le plus de recul, vous avez combien de livreurs? À Nancy, entre 100, je pense qu'on atteint presque les 150. Maintenant, on a encore recruté pas mal. Entre 120 et 150, ils recrutent tout le temps le manager à Nancy en ce moment. Donc, j'en vois pas assez. Et donc, ils viennent, vous les formez un petit peu, ils prennent leur vélo, ils ont un sac Fetch, et puis salut, au revoir. Entretien individuel. Du coup, on a ce luxe par rapport à Paris, c'est que forcément, il y a moins de livreurs quand même à traiter, à gérer. D'accord. Donc, nous, on veut absolument que le livreur, on veut les meilleurs livreurs de la food tech. Enfin, ceux qui, en tout cas, qui aiment le plus Fetch, qui sont contents d'être là, et du coup, ça se ressent dans le client, et comme c'est le livreur qui veut le client, c'est important pour nous. Et donc du coup on s'oblige, même si ça fait perdre du temps c'est sûr, mais on les voit individuellement. D'accord. Et ensuite du coup le livreur il a une petite formation, on appelle ça le shift blanc. Un shift c'est un créneau de livraison du coup. D'accord. Et il est formé par un autre livreur qui lui montre un peu les rouages du métier. Et ensuite voilà il est onboardé et puis il commence son activité. C'est parti quoi. Ouais. Et il a accès du coup, ce qui est bien, les concurrents le font aussi sous d'autres formes, mais nous on a un chat Facebook dans chaque ville où tous les livreurs peuvent parler. D'accord. Où on est dedans aussi, le manager de la ville est dedans, et aussi un groupe Facebook sur lequel on communique avec les coursiers. D'accord. Donc on fait pas mal de choses, on fait des événements aussi avec les livreurs. Enfin, on est très très porté. Enfin, le côté livreur est très important chez nous en fait. Ok. Et donc si on revient entre janvier et juillet 2015, donc vous vous associez, vous avez une répartition qui est comment? Moi du coup je suis majoritaire. Du coup on a vite déterminé qui était le CEO. C'était important, je trouvais. J'aimais pas je trouve qu'il y a souvent des boîtes c'est un peu le sujet de tabou les premiers mois, voire même les premières années des fois quand elles mettent du temps à se créer vraiment SAS par exemple. Moi je trouvais ça important parce que je savais qu'il y avait des décisions des fois qui allaient faire un peu, fallait trancher. Et comme on était amis en plus, il fallait qu'il y ait quelque chose qui détermine qui y était. Donc voilà, naturellement, c'est moi qui ai pris ce rôle. Et Lou, mon associé, a pris la partie futur directeur financier, sachant qu'au début, les deux font tout en fait. Ouais. On s'est très vite réparti quand même les tâches parce qu'on est très complémentaires. D'accord. Et ça qui est bien, c'est qu'on a une vision assez très claire, commune, mais des compétences qui, plus le temps passe, plus on s'éloigne au niveau du spectre de compétences. On n'a jamais on s'entrecroise pas, on se gêne pas dans l'entreprise. Donc vous vous associez, vous faites cette répartition, vous créez la boîte.
Alors, on l'a créé du coup, moi en auto-entrepreneur pour commencer, et ensuite en SAS. D'accord. Et donc. Et vous lancez, et qu'est-ce qui fait votre tech du coup? Parce qu'il y a quand même une notion de, faut des paiements, enfin c'est un site marchand du coup derrière. Comment ça fonctionne? Il y avait, au début il y a même pas de paiement en ligne. Les premières semaines, c'était moi qui ai fait une landing, enfin un petit site. Ouais. Et on nous appelait, on gérait même la monnaie et tout, mais ça marchait pas bien, mais ça permettait quand même de livrer. Et très vite en fait, on a eu la chance de rencontrer C'est-à-dire que je comprends pas comment tu fais. Tu lances vraiment, mais t'as un groupe Facebook quoi. Un groupe une sorte de Facebook. tu fais quoi? T'envoies un PayPal en disant mec il faut payer. Comment ils te payent? Pas y payer. En fait, on avait du cash à la Pizza Hut par exemple. Et on avait du cash sur nous. Et encore, je suis pas sûr que Pizza Hut fasse ça encore. Et les gens nous donnaient de l'argent quand on arrivait. On leur dit au téléphone, ça vous fera 25,50 €. Ouais. Préparez la monnaie. Ouais. Mais ça durait 2 semaines. Ce que je dis, c'était vraiment pour commencer. Et au final, voilà, la valeur de Fetch, c'est de pouvoir permettre aux gens de se faire livrer. Après, la forme, c'est sûr que plus elle est belle, mieux c'est. Mais on pouvait. C'est ça la leçon qui est intéressante, c'est que t'as pas attendu comme beaucoup auraient fait de te dire il faut que je puisse trouver un moyen de paiement c'est bien en amont, etc. T'es arrivé, t'as dit bon ok tu prends ta commande sur mon groupe Facebook et puis je viens chez toi, tu me payes quoi. C'est réglé. Et ils étaient très contents parce que en plus ils faisaient partie des privilégiés VIP, donc ils en parlent à tout le monde. Okay. Du coup le groupe VIP il continue à monter et ils en avaient rien à faire de payer. À ce moment-là, ils étaient très compréhensifs. D'accord. C'était combien la livraison en plus? C'est 3,50, ça n'a pas changé. On s'était calé à l'époque sur le marché. C'était 3,50 les frais de livraison. Frais de livraison et tu prends une commission chez le resto. Ouais. Qui est de combien? 30%. 30%, ok. Donc du coup, c'est là où tu vas gagner sur tes 5 € que tu reverses c'est ça. On reprend 3,50 et on reverse une partie des 30% au livreur pour arriver aux 5 €. Ouais. D'accord, très bien. Donc, ouais. Ok, et donc ça, c'était le modèle déjà, 30%. Ouais, il a pas changé, hyper simple, le modèle économique au final. Ouais. On n'a pas réinventé la roue pour le coup. Là, c'était clairement, on a regardé ce qui commençait à se faire à Paris ou ailleurs. Et on s'est dit, voilà, si j'arrive à le faire à Paris, on va réussir à le faire. Ton premier client, tu te souviens, la première livraison? Ouais, c'est moi qui ai livré, du coup, livraison, du coup, en août 2015, 40 degrés, horrible, on n'a pas de commande pendant 1 heure, on se dit, bon, notre lancement est foiré, et là, il y a une commande qui pop, j'y attendais plus rien, on n'attendait même plus une commande, en fait, on se dit, on va faire 0, et puis voilà, on fera demain. Et du coup, livré, en plus, elle avait commandé un truc qui se livre même pas à sa température, c'était un sandwich, entre guillemets montagnard avec de la raclette ou des trucs comme ça. Merde. Le truc en été qui matche pas du tout avec l'été. Et je lui ai livré du coup. Et surtout le lancement mois d'août, en effet, bon, t'es sûr de pas avoir trop de commandes au moins. Et en plus on était en mode, on va en avoir plein le premier jour, on est plein à être prêt à faire les livraisons, puis en fait on en a on a une en fait, et c'est normal. Et après c'est parti. Deuxième jour il y en a eu une autre, troisième jour il y en a eu une autre. C'est vraiment comme il y a pas de. T'as eu des jours sans commande depuis le lancement? Ouais, il y a eu des jours où on a 0. Ouais. Et c'est pas grave. Enfin, c'est juste qu'on était là comme des gros attentes, mais il fallait surtout avoir des très très bonnes relations avec les coursiers, parce que comment engager un coursier à faire 0 commande et passer 2 heures, 3 heures avec nous en fait à se regarder en disant est-ce qu'il y en a une qui va arriver un jour? Un petit poker. Et on a eu la chance d'avoir des super relations avec la première génération de coursiers de Nancy. Okay. Toujours des très bonnes relations, mais c'est sûr que ça a changé. Quand on en a 150, on peut pas avoir les mêmes relations. Ouais. Et encore plus avec les autres villes. Donc ouais, c'est une super époque. Comme moi, c'était même si c'était très dur, mais très très bonne époque cette partie-là. Et donc derrière vous faites vos premières commandes mois d'août, et du coup là tu te dis quand même il y a un moment il faut que j'ai une petite partie tech, un minimum. Ouais, là on trouve un développeur en fait. On avait testé les associés techniques, mais ça s'était très mal passé. Vision très très différente. Tester, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent. C'est des gens qui ont dit potentiellement on sera associés, mais voilà, pour l'instant, au début c'est ça ce qui est bien quand on n'est pas encore en SAS, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. On peut tester des gens, on leur dit clairement voilà, on verra si ça fonctionne pas on arrête. 2 fois ça n'a pas fonctionné. Et du coup, le retard accumulé, voilà. Et comme tu dis, la tech hyper importante. J'ai un ami que j'ai rencontré en fait, on a fait un échange de bons procédés. Lui, il nous a fait un WordPress avec le système de paiement, avec tout ce qu'il fallait. Très bien pour le temps qu'il a pris, consacré, et le prix qu'il nous a fait payer. Et moi, à l'inverse, je lui donnais des petits conseils marketing. Je l'ai aidé, il développait une app, et voilà, c'était vraiment le coup de chance de rencontrer cette personne. Ok. Donc, et donc du coup là-dessus, t'as développé
ton minimal viable product, ton MVP ou minimal value proposition, ça c'était avant finalement. Du coup, là, tu peux commander en ligne, payer en ligne, version desktop mobile, j'imagine. Et du coup, là, on arrête le privé, on lance en public. Ok. Et là, ça explose. Quand ça c'était en janvier 2016. D'accord. Donc, il y a quand même eu 6 mois, il y a eu 6 mois, du coup, de test, tâton, en fait, etc. où on a appris ce qui nous fait qu'on existe aujourd'hui, en fait, quoi. D'accord. Enfin, pour nous, on avait besoin de ça. C'était pour se rassurer. Peut-être un peu trop long, quand même. Je pense un peu moins, mais janvier, du coup, on lance au public. Ouais. Et là, explosion, les vannes sont vertes. Et là, toutes les semaines, entre 10 et 30% de croissance pendant 5 mois. D'accord. Donc là, on recrute tout le temps. En fait, on passe notre vie à recruter des livreurs. On gère que tout se passe bien, etc. Et premier... 10 et 30% de croissance hebdomadaire. Hebdomadaire, ouais. Donc ça peut paraître pour certains qui écoutent pas forcément énorme. Pour le monde des startups, c'est gigantesque parce que on parle de, je sais pas, mettons janvier, tu fais au début 10 commandes par jour, la semaine d'après t'en fais 13 par jour, la semaine d'après t'en fais 18 et puis 25 et puis voilà, et donc très vite t'arrives à 100, 150, enfin ça j'imagine. Alors c'est quoi du coup pas les chiffres aujourd'hui, mais si je veux dire parce que j'imagine que c'est un peu en effet des données sensibles, mais les chiffres du début, c'est quoi Ça reste quand même en dessous de la centaine pendant longtemps, mais rien que le fait, comme tu dis, les startups souvent c'est 7%, bon, c'est un chiffre qui est sorti un peu nulle part, mais entre 5 et 10%, disons, c'est des très bonnes croissances, et on voit qu'on a le product market fit, c'est ce qui me permet de valider un produit avec le bon marché. Ouais. Et nous, du coup, rapidement... Un terme à noter pour les non-initiés. Product market fit. C'est ça. Le produit qui match avec le marché. Du coup, et c'est le but du début d'une boîte, c'est de trouver ce fit entre le produit ou le service et le marché. D'accord. Et donc, du coup, là, on sent qu'on l'a. Puis surtout, un autre critère du product market fit, c'est est-ce que les gens qui commandent recommandent. C'est limite plus important que l'acquisition, en fait. C'est la rétention client. Et nous, du coup, on s'était dit, on fait pas beaucoup de commandes, mais quand on en fait, on les fait très très bien. J'insiste sur ce point, sur un autre terme important, ce qu'on appelle la rétention. La rétention, c'est être certain, et dans ce type de business, c'est la clé du succès, c'est être certain qu'un client acquis recommande, et donc il faut qu'il soit satisfait, il faut que le prix aille bien, il faut que le livreur soit bon, il faut que la bouffe soit bonne. Ça, c'est pas vous qui faites la bouffe, mais quand même on a le choix du resto, donc voilà. Et donc du coup, après, quand tu arrives à avoir une bonne rétention, quelqu'un qui commande plusieurs fois par mois, par semaine, là c'est vraiment le Graal, parce que finalement tu réussis à faire grossir. Il suffit de faire grossir sa base pour avoir vraiment des commandes. Et du coup, en effet, si je reprends, ça va assez vite dans ce type de business. Si je fais un calcul, je sais pas, pour arrondir, mais 100 commandes par jour, déjà ça fait quand même 500 € à donner au livreur par jour. Et puis chez vous, rien qu'en entrée, ça fait 350 juste pour la partie livraison, mais plus les 30% fois 100, ça peut vite monter à plusieurs milliers d'euros par jour. Ça fait des volumes d'affaires assez conséquents rapidement, même sur des villes plus petites. On n'est pas à Paris, mais et en fait, très vite, du coup, ce qui s'est passé, c'est des investisseurs qui se sont intéressés à nous, des business angels principalement. Sans que tu ailles les chercher ? Sans les chercher, ouais. D'accord. En fait, moi, j'avais cette vision, c'est on s'en fout des investisseurs, c'est eux qui viendront si on travaille bien, quoi. D'accord. Enfin, ou si on ira les chercher, mais ce sera beaucoup plus simple, qu'on aura prouvé déjà qu'on a fait des bonnes choses. Plutôt que de venir avec une idée, un bout de papier, on fait du concret. Et du coup, à partir d'avril, avril 2016, on a eu des premières rencontres. Et on a closé on va appeler ça un angel round, donc un tour de financement avec des business angels. D'accord. Pour un peu moins de 100 000 €, ou environ 100 000 € du moins. C'est fait du coup en juillet 2016. D'accord. Premier tour du coup qui nous permet notre demande du coup était pour ouvrir une deuxième ville et recruter du coup 2-3 premiers employés pour commencer à déléguer ce qui commence à être compliqué à gérer à deux en fait. Donc c'est quand même allé vite tout ça, parce que on parle un an après le lancement, premier tour de table qui est en plus entrant, des gens qui viennent vers toi, et vous étiez rentable déjà sur pas encore, mais ça allait très vite, et c'est à ce moment-là, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, et que le directeur financier, Lou, est hyper important dans Fetch. Les gens pensent souvent à moi qui suis mis en avant, mais le directeur financier, c'est extrêmement important dans notre business.
Ce qui est pas dans le cas dans beaucoup de types de startups. Il y en a, ils ont même pas de CFO. 3 ans après, ils externalisent. Mais dans des startups de flux comme ça, où il y a des entrées, des sorties. Marge faible. Voilà, marge faible. Je parlais de tous les acteurs, donc resto, client et puis livreur. Le directeur financier, c'est vraiment celui qui te permet de voir quelle est ta marge, où est-ce que tu dois aller, combien t'as de cash sous le pied, etc., etc. C'est ça, il y a la stratégie, il y a la stratégie financière et les deux s'englobent parce que sans Lou, en fait, on n'aurait pas trouvé justement cette capacité qu'avaient ces villes, de la manière dont on les fait, d'être rentable vite et avec peu de commandes au final, par rapport à des grandes villes. Et c'est à partir du moment où on a trouvé ça qu'on s'est dit en fait, on va aller ouvrir Metz, du coup, qui est une ville à 50-60 km de Nancy dans la taille, et on va voir qu'est-ce qu'on a appris par rapport à Nancy. D'accord. Et après tout allait plus vite à Metz. On a ouvert plus vite. Je suis allé tout seul, j'ai signé 17 ou 18 restaurants en 3 semaines. Donc c'était hyper rapide, alors qu'à Nancy on avait galéré pour en avoir 4-5 pendant des mois. D'accord. Au début. Et on a appris du coup que il y avait une manière de faire sur cette ville-là qui pouvait être unique. Et surtout, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on voyait notamment des Deliveroo qui commençaient à arriver. Et on avait vu qu'en Angleterre, ils faisaient tout type de villes. En fait, ils faisaient pas que les grandes villes. Donc, on savait bien qu'ils allaient venir en France un jour sur nos villes. Et on s'est dit, comment nous, on fait Fetch pour qu'à terme, on soit pas seulement la boîte qui va là où les autres ne vont pas, mais qu'on soit la boîte qui fait d'une manière particulière, en fait, des villes que les concurrents ne feront jamais de la même manière. Parce que c'est ça, hein, c'est vraiment pour moi une des autres particularités dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais de Fetch, qui est hyper intéressante, c'est se dire, en fait... on a une tendance à regarder les marchés. Moi, je me dis de temps en temps, c'est relou d'être en France par rapport aux États-Unis parce que on a un PIB par habitant qui est moins bien, puis surtout on a 6 fois moins d'habitants que là-bas. Donc finalement, quand t'es là-bas, t'as un plus gros marché, les gens consomment plus. Et puis après, de temps en temps, je me dis mais ouais, je pourrais être au Portugal ou en Suisse, quoi. Et donc du coup, tu penses à ça. Et en fait, après, tu peux te dire ça, mais même au Portugal et en Suisse ou à Nancy ou à Metz vis-à-vis de Paris, même d'autres grandes villes en France, toi tu t'es dit qu'est-ce que c'est finalement t'as trouvé une sorte de unfair advantage, un avantage qui était de dire je connais bien la ville, je connais ça, personne va se lancer ici, en tout cas dans les très gros, donc moi je vais me spécialiser assez rapidement. Tu t'es dit je vais me spécialiser dans les petites et moyennes, enfin dans les moyennes villes de France, quoi, sur lesquelles les autres viendront pas tout de suite parce que voilà. Ils viendront, mais ils le feront pas pareil. Ça, on en avait conscience aussi. Donc exactement, c'est positionnement unfair advantage. J'apprends localement comment je peux tirer des forces justement de cet aspect local. Et après, comment je le fais pour le dupliquer, c'est ça le plus dur en fait. C'est tout à l'heure on parlait un peu de la force du fondateur ou des fondateurs. Et à Metz, moi j'ai plus de fierté par rapport à Metz que Nancy presque, parce que maintenant on est rentable aussi à Metz. Et on l'a fait du coup avec un employé, un steam manager. Et c'est beaucoup plus dur que quand c'est les fondateurs qui peut travailler tout ce qu'il faut en nombre d'heures, etc. pour y arriver, sans dire que les employés travaillent pas, mais c'est différent quand même. Ça c'est une des particularités de Fetch. Hein. Dans chaque ville, vous avez un employé. Un city manager. Un city manager, c'est ça, qui est un local. Natif de la ville. Natif de la ville. Et donc du coup, qui connaît bien les gens, qui connaît bien l'écosystème et voilà. Et qui a envie aussi, qui a une fierté personnelle aussi de réussir Fetch dans sa ville. Et donc du coup, là, parmi les gens qui nous écoutent, s'il y en a par exemple qui viennent de certaines villes et qui te disent je veux monter Fetch quelque part, t'es ouvert aux opportunités comme ça ou... Ouais, c'est un peu inverser le process d'habitude. On choisit une ville, après on cherche quelqu'un, mais c'est vrai que c'est le plus dur. Donc si demain quelqu'un, je sais pas, d'Amiens, enfin peu importe, me dit moi je veux faire Fetch dans cette ville, ça peut être un choix, ça peut jouer sur notre décision de roadmap. Ouais. Et c'est quoi tes critères? Il y a une taille quand même minimum de ville ou? Aujourd'hui c'est entre 100 000 et 200 000 habitants la population. C'est ça la target aujourd'hui. Ok. Et du coup, depuis, vous avez ouvert donc Metz. En 2016 aussi. En 2016 directement. Donc, vous avez rentabilisé, je crois, à Nancy. En fin 2016, ouais. Donc un peu moins d'un an. Après. Sur l'année 2016, Nancy est rentable? Ouais, Nancy, pas rentable sur l'année, mais atteint son seuil de rentabilité en 2016. D'accord. Et rentable en 2017, du coup. D'accord. Fantastique. Et donc tu valides ton modèle, ce qui est hyper intéressant pour des investisseurs notamment. Ouais, c'est plus simple. Et vous avez lancé combien de villes depuis? Et du coup là aujourd'hui on est actif dans 5 villes. On a ouvert 3 supplémentaires l'année dernière. D'accord. Donc Reims, Dijon et Clermont-Ferrand.
D'accord. Et là, on est en train d'ouvrir 2 autres villes. Donc, on a Caen qui est annoncé. Il y en a une que j'ai pas encore annoncée, que je peux pas encore annoncer du coup. D'accord. Mais ouais, on sera dans cette ville là dans quelques semaines. J'ai pas droit à l'annonce sur Génération Do It Yourself, quoi. Je la garde encore. Ça va vite les infos. D'accord. Et je suis pas un média de scoop, hein, donc je m'en fous un peu. Très bien. Je préfère le fond que ce genre d'effet d'annonce. Moi je trouve ça assez fou. Vous avez rentabilisé Metz du coup depuis aussi. Oui, Metz est rentable du coup depuis 2017. Donc un peu plus d'un an, un peu plus long que Nancy, mais assez rapide quand même, en moins de 15 mois du moins. Et du coup, d'un point de vue très opérationnel, t'es quand même dans des villes, alors notamment dans l'Est où on est sur une année relativement clémente, mais t'as quand même des effets météorologiques un peu relous, t'as des moments où il neige fort, il pleut fort. Tu fermes le service de temps en temps ou... On a eu le cas en décembre, là il y a eu des grosses chutes de neige, on a eu des shifts blancs, on a fermé. Ouais. Blanc avec la neige. Parce qu'en plus la tentation elle devrait être de dire moi je suis chez moi, il fait froid, j'ai pas à manger, c'est potentiellement le jour où tu risques d'avoir beaucoup de commandes. Le paradoxe c'est que quand on doit fermer, c'est le moment où on est censé faire les meilleurs scores. Ouais. Parce que les gens du coup n'ont pas envie quand il pleut énormément. Alors c'est hyper dur pour le coursier, mais c'est là où il y a les plus gros scores, donc c'est là où on a besoin le plus de coursiers. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est quand ils veulent pas entre guillemets venir, c'est là où on en a le plus. Et vous les aidez à s'équiper, du coup ils ont ils peuvent avoir une veste Fetch, donc même pas vraiment brandée, elle est juste orange, mais il y a pas de logo, choses comme ça. Pas bien ça. On voulait pas forcément au niveau comme c'est un statut c'est un statut d'indépendant, on voulait pas forcément qu'il soit un lien de subordination brandé Fetch. Et donc voilà, on essaye d'être on considère qu'on est très réglo par rapport à cette réglementation. Bravo. Et ça fait partie des choses qu'on fait. Et mais par contre, c'est même eux qui nous ont demandé des vestes Fetch. Ils voulaient des vestes Fetch parce qu'ils aiment Fetch en fait, pas tous les livreurs mais la plupart. Et du coup, on a eu cette demande de la part des livreurs. Alors que nous, on était un peu réfractaires à filer du matos. Moins on en donnait, mieux c'était. Pas parce qu'on était radins, mais parce qu'il y avait Non, parce que pour moi, faire un peu de vélo, de route, hein, pas de livraison, et mais je sais que il y a quand même les effets météorologiques se règlent par de l'équipement quand même. Je veux dire pas mal, que ce soit la pluie ou le froid. Oui, et du coup, en effet, un bon équipement, je pense, peut régler les choses. Mais comme souvent c'est des passionnés, donc ils ont souvent leur petit matos. Ils vont bidouiller. Dans chaque ville, il y a des ateliers pour travailler sur le vélo, travailler sur le matériel, etc. D'accord. Bon bah super. Et du coup, vous avez relevé, je crois. On a fait une deuxième, un peu moins de 800 000 euros la deuxième fois. D'accord. Pour justement ouvrir les villes qu'on a ouvertes l'année dernière et continuer à étoffer l'équipe, puisque on n'est plus que 2 maintenant. Et on est passé fin 2016, on était 5. Et entre du coup janvier 2017 et décembre, on est passé de 5 à 18. Et maintenant on est 24 là. On a recruté encore janvier, on a recruté pas mal de monde là. D'accord. Donc ça allait assez vite aussi sur apprendre à manager, apprendre à recruter, etc. quoi. Ouais, je rappelle que t'as pas encore 27 ans, donc en effet tout ça c'est des choses que t'apprends complètement parce que c'est pas en jouant au poker que t'as appris à manager 26 personnes quoi. C'est ça. Pour le coup j'ai pas pris là. Ouais. Et du coup, c'est vraiment c'est la magie de l'entrepreneuriat quand ça décolle, mais aussi les difficultés. Très bien. Et du coup, au total, vous arrivez avec un peu plus d'1 million de levées, presque 2 millions avec la BPI et toutes les aides, puisque comme tu me le disais, un effet intéressant de la province, des régions, c'est également de pouvoir être peut-être plus facilement subventionné. Peu de gens le savent, mais c'est vrai que à Paris, quand on va chercher de la BPI, il y a tellement de start-up et tellement de concurrence sur la demande de subvention que du coup, il y a une part du gâteau qui est réservée à Paris qui est plus grande qu'ailleurs, mais comme il y a beaucoup plus de start-up en proportion, la part du gâteau pour chaque start-up est beaucoup plus petite qu'ailleurs. Donc il y a un autre avantage à monter des startups en région, c'est que à Bordeaux, à Rouen, à Marseille, à Nancy, quand on va demander de l'argent à la BPI, elle est plutôt et d'autres organismes publics plutôt avenantes et ravis de participer au financement du tissu économique local. Ouais, j'ai bien résumé. On a presque un monopole, hein, j'exagère un peu, mais il y a très peu de startups au final dans cette région, en Lorraine, donc forcément on récolte. Et vous créez pas de vocation ? Tu pas encore ?
Ce serait un peu prétentieux de dire ça, je sais pas, mais il y a des gens, en tout cas, moi, il y a beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils sont inspirés par notre parcours et par Fetch. Aussi parce que je poste énormément à côté, donc ils voient un petit peu, je suis assez visible. Mais il n'y a pas encore de boîte enfin, il y en a quelques-unes, je pense, qui vont percer, mais ça reste, on est encore très très loin d'un écosystème, même comme tu parlais de Montpellier ou Lille, où il y a des vrais écosystèmes qui se créent. En Lorraine, on reste encore très en retrait par rapport à ça. Même s'ils essayent de faire des choses, on n'y est pas encore. Et du coup, en effet, ça c'est une autre partie de ta visibilité sur les réseaux sociaux, en partie LinkedIn où on se croise assez fréquemment. Et certaines décisions récentes, je crois, sur aussi tes choix de rendez-vous, de choses pourquoi est-ce que LinkedIn par exemple t'apporte du business ou c'est une visibilité par rapport justement potentiellement à des investisseurs c'est quoi ta strat là-dessus? Alors, j'avais commencé, moi j'aime bien partager, ça vient du poker ça aussi, j'apprends et je rends ce que j'apprends parce que pour moi il y a une boucle qui est intéressante, t'apprends quelqu'un et tu dois rendre aussi ce que t'apprends. Et j'aime bien partager, j'aime bien écrire aussi, du coup j'écrivais des articles sur Medium, j'avais commencé en 2015 ou 2016, qui marchaient plutôt bien. Au final ça a commencé Medium et en français il n'y avait pas beaucoup de contenu, donc forcément j'étais pas mal suivi. Je parle de quelques milliers de visites, hein, mais sur un article c'est ce qui est déjà pas mal à chaque fois, ou des dizaines de milliers. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu éparpillé à un moment où j'avais moins le temps en 2017, donc j'ai moins posté de contenu. Et fin 2017, j'en avais marre et je me rends compte que LinkedIn, que j'avais énormément de demandes en fait. Il y avait plein de gens parce qu'il y avait marqué Fetch, il m'ajoutait, donc j'ai mon compte qui montait hyper vite. Et je me suis dit en fait, pourquoi ne pas se focus sur un canal de communication et devenir entre guillemets bon dedans, enfin le maîtriser quand même un peu plus, plutôt que de faire du Twitter, du Instagram, du Facebook, etc. Du coup, je me suis dit voilà, tu te focuses sur LinkedIn. Et après, je me suis rendu compte que sur LinkedIn, en fait, ils avaient beaucoup boosté le reach, donc la portée que tu as sur tes posts, parce que je pense qu'ils sont dans une stratégie aujourd'hui on a besoin d'acquérir, de rendre sexy LinkedIn parce qu'ils sont fait racheter par Microsoft. Et puis surtout, je crois qu'ils ont envie qu'on vienne voir le feed LinkedIn de manière professionnelle. Je pense aussi. Ce qu'on faisait pas avant. Je veux dire, il y a un an, j'allais jamais sur LinkedIn. Maintenant, j'y vais beaucoup plus. Ils ont dû améliorer la rétention du coup grâce à ça, en copiant Facebook en fait, tout simplement. Et avec les notifications, etc. Et donc du coup, moi, ce que j'utilise LinkedIn comme un moyen de transmettre des messages et aussi c'est un bon rapport. Vu que je n'ai pas le temps forcément de voir les gens individuellement, le ratio temps passé et ce que ça engendre comme résultat est très très bon. J'ai des gens comme ça, je sais que les gens ça les aide. J'ai des messages quasi tous les jours de gens qui viennent me voir. J'adore tes posts, super, tu m'inspires ou ça m'a aidé à faire ça. C'est hyper cool de recevoir des messages comme ça. Et moi j'aime bien ce côté plus loin, l'impact qu'on peut donner en fait grâce à ses connaissances, de pas les garder pour soi. C'est un peu, je trouve ça égoïste en fait de garder. On apprend plein de trucs, faut que ça, c'est pas qu'à moi ce que j'apprends. Ouais, d'accord. Et du coup là-dessus, en effet, je vois que tu postes sur certaines méthodes, sur les podcasts que tu préfères. Je te remercie au passage sur beaucoup de choses à voir, l'organisation de tes journées, les raisons de monter une start-up ou les raisons pour lesquelles faut pas monter une start-up. C'est les avis personnels à chaque fois. Ouais, c'est bien. Mais je vois que c'est vrai que t'as beaucoup d'interactions derrière. Et donc ça là-dessus, aujourd'hui, tu me dis que ça, alors c'est un objectif de partage. Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Alors, personnellement, ça m'apporte le plaisir de quelque chose que j'ai besoin de faire à côté de Fetch en fait, c'est d'avoir ce rapport avec les gens pour les aider, qui est important pour moi. Je le faisais beaucoup en individuel avant à Nancy, mais du coup j'ai moins le temps maintenant, ou je prends moins le temps du moins. Donc ça me permet ça. Et pour Fetch, si vous voulez pas, ce que ça apporte du business, ça nous aide pour le recrutement. Parce que du coup, les gens se disent, je sais pas, je pense, c'est intéressant ce qui est posté. Du coup, sans doute que la boîte est intéressante. Elle est incarnée par quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un derrière, et puis on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas il y a quelqu'un. Et au niveau des investisseurs, pareil, c'est clair que quand on est Nancy, là le désavantage c'est quand même que les VC ils sont à Paris ou ils sont à Londres ou ailleurs. C'est bien que ils se disent je connais Fetch ou je connais Jean-Charles Kurdali parce que je vois souvent passer ces posts. Ouais, c'est sûr que il y a une résonance quand même qui est grâce à ça. Moi je ne te connais que par LinkedIn, à l'origine c'est ça, et c'est comme ça aussi que ce podcast a eu lieu, c'est parce que je suis Fetch, je vois toutes ces choses-là, et ça donne aussi une visibilité, je pense, intéressante. Super, ça c'est vraiment une belle approche de contenu en tout cas que beaucoup ne voient pas. Et
C'est quoi tes outils, tes méthodes, c'est quoi les types, les choses? Déjà, les outils, qu'est-ce que tu utilises au quotidien comme logiciel, comme application sur son téléphone qui change un peu ta vie? L'outil de base, ça reste le Slack. Hein. Après, c'est comment de dire ça, que ce soit pour Fetch, communication interne, donc c'est téléphone, tablette et ordinateur. Après, en personnel, ça va être beaucoup d'applications de lecture. Moi, je lis énormément. Donc, il va y avoir Cooper pour les livres résumés. Ouais. C'est vachement bien. Ouais. Après, je lis beaucoup de livres en entier aussi. Je lis tous les matins un livre. J'essaie d'en lire entre 30 et 50 par an, à peu près. Donc, je lis beaucoup. D'accord. Je lis aussi pas mal sur Medium et du coup, j'utilise beaucoup Pocket. Ça, j'adore Pocket. Ça permet de stocker tous les articles qu'on trouve intéressants, que ce soit pendant le travail ou quand on n'a pas le temps le soir de lire. Et de les retrouver dans un lieu où ils sont bien stockés au chaud. Voilà, l'idée c'est vraiment de se dire c'est de la, comment on appelle ça, du bookmarking hein, finalement, mais un peu évolué. Ouais, c'est-à-dire que je mets sur Pocket sur mon ordi et puis le soir sur mon téléphone ou plus tard quand je suis dans le train, et ben je peux lire. Plutôt que de lire et d'être coupé toute la journée. Exactement. On choisit quand on lit. Et après, ce que j'ai fait, alors c'est pas les applications que j'utilise, mais c'est que je n'utilise plus. J'ai viré Facebook, Instagram, Twitter, etc. Parce que je perdais beaucoup trop de temps, comme plein de gens en fait. Sur ton téléphone? Ouais, je perdais énormément de temps Et sur ton ordi, tu les utilises encore? Oui, je les utilise encore. Enfin, Instagram et Twitter plus du tout. Facebook encore parce que j'en ai besoin même en pro. Mais j'ai vraiment vu un avant-après le fait de les avoir enlevés. Et sinon sur le téléphone, je vais même limite regarder, mais j'ai pas énormément d'applications. Moi, c'est plutôt des méthodos que je vais utiliser de routine, d'organisation, des choses comme ça. Mais il y a pas. Si, il y a les to-do list. Wunderlist que j'utilise en to-do list et après voilà, c'est des applications de lecture principalement. Et du coup Instagram par exemple, tu penses pas que ça peut avoir une portée sur ton business? Pour Fetch, si. Pour moi personnellement non, je suis pas hyper photo, mais pour Fetch aujourd'hui on l'utilise mal et c'est un des axes qu'on veut améliorer cette année-là. Tu lis quoi comme bouquin? Alors, je lis vraiment un peu de tout. J'ai beaucoup commencé forcément par le pur entrepreneuriat, donc tout ce qui était comment monter une entreprise au début, où il y en a énormément. Il y en a beaucoup moins pour la phase dans laquelle on est aujourd'hui. Comment passer de 20 employés à 200, des choses comme ça. Il faut écouter les épisodes de podcast avec Vestiaire Collective. Oui, il en parle. Georges. Je l'ai écouté. Mais je lis beaucoup de livres d'entrepreneuriat, donc c'est souvent c'est sur une problématique actuelle, management, recrutement, etc. Donc je trouve le bouquin de référence et je le lis. Ça peut être des bouquins de développement personnel, donc j'ai lu les Miracle Morning du Tim Ferriss, tout ce qu'on peut trouver qui est intéressant. Des que tu appliques du coup? Ouais, j'applique au taquet. Ouais. Enfin, j'applique à ma manière après ou pas selon les trucs. Mais Tim Ferriss, c'est vrai, il y a pas mal de choses que ça m'a apporté. La semaine de 4 heures, le Tools of Titans, enfin ces bouquins-là, ils m'ont pas mal aidé. Oui. Et je lis aussi, je pars dans d'autres sujets, je lis un peu sur de la philo aussi maintenant. Alors que j'ai détesté ça comme plein de gens. Par exemple, là j'ai commandé, pour l'anecdote, les essais de Montaigne, par exemple, que j'ai commandé. Ok. Où je suis passé au bac de français il y a 10-11 ans du coup. Et où j'avais une très mauvaise note et maintenant j'ai envie de le lire pour 10 ans après quoi. C'est assez la sagesse. C'est ça. Et voilà, donc c'est vraiment assez large. En ce moment je lis Sapiens que je recommande énormément à tout le monde. C'est exceptionnel ce bouquin. Je suis d'accord, ce bouquin je crois que je vais l'acheter à tous mes employés. Même si ça n'a rien à voir avec Fetch, je pense que c'est un truc qu'il faut lire pour. On comprend beaucoup de choses quand on lit ça, parce que c'est très généraliste, mais la lecture c'est très important pour moi, je trouve. Quoi. Sapiens, donc en effet, qui est pour moi aussi la grosse référence du moment, qu'il faut absolument avoir lu, je pense. Ok, c'est quoi tes rituels du coup avec tous ces bouquins que t'as lus? C'est quoi ton interprétation? Tu te lèves tôt, tu fais du sport, tu manges que des protes, tu fais de la méditation et tu bouquines 4 heures avant de partir au boulot ou c'est... J'ai essayé pas mal de routines. C'est vrai que même en ayant lu le Miracle Morning qui regroupe un petit peu ça, hein, j'ai essayé méditation, j'ai du mal à avoir un rythme quotidien. D'accord. En fait, de temps en temps, je sens en plus que ça apporte. Pour le coup, c'est même pas du bullshit. Ça peut paraître un peu con de l'extérieur. Les gens qui sont pas les startups, il y a une mode startup qui fait de la méditation, mais les gens, ça leur paraît bizarre quand on parle de méditation. Mais il y a un vrai apport. C'est juste que j'ai du mal à l'incorporer dans ma vie aujourd'hui tous les jours. Par contre, ma vraie routine, c'est. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a une approche où tu dis c'est assez bullshit, et il y a une approche aussi où tu vois qu'on prend assez peu on prend souvent, finalement assez peu de temps pour soi,
ou alors le temps pour soi, il va être en effet sur du divertissement qui porte bien son nom, hein, donc ça peut être autant des séries, des films, des bouquins, même du sport, des matchs de foot à la télé, mais finalement le vrai temps pour soi intérieur, on le prend plus vraiment, et la méditation apporte quand même quelque chose. Il y a en plus aujourd'hui des accès, je sais pas si tu as utilisé Headspace, Petit Bambou ou des choses comme ça, voilà, des applications de l'extérieur qu'on n'a jamais testé, on se dit ouais bon, et finalement ça a le mérite enfin je pense que ça se teste en l'occurrence. Ouais, moi je le conseille carrément aux gens. Moi j'avais réussi pendant plusieurs semaines, voire mois, à avoir cette récurrence tous les jours. Ouais. Et je voyais vraiment les différences. Et là, c'est complètement de ma faute si, voilà, j'ai pas d'excuses. Je l'ai juste fait sauter de ma routine en ce moment. D'accord. Et donc, ma routine, c'est plus, la lecture. Vraiment, là, j'aime ça, donc c'est pas une obligation, mais, je lis 1 heure et demie les matins avant de commencer à travailler. Donc, je me lève vers 6h15, assez tôt. Ok. Je me pose tout ça et puis je lis très rapidement. Et après, c'est le matin qui est très très structuré. C'est donc de 8h à 8h30, je prépare ma journée, je regarde le Slack, je regarde les mails un petit peu urgents. Une fois que c'est fini, après j'ai mon deep work, donc là où je suis vraiment focus et où je fais les tâches les plus compliquées ou les plus impactantes. Donc c'est entre 8h30 et 12h30. Ok. Donc c'est soit une très très longue tâche ou 2-3 tâches qui prennent 1 heure, 2 heures. Ouais. Et là c'est pas de téléphone, donc on peut pas m'appeler. Mode avion ou silencieux, pas de rendez-vous jamais, et du lundi au vendredi c'est comme ça. Mes employés savent que ils viennent même pas me voir à ce moment-là si je suis au bureau, c'est moi qui viendrai les voir quand je fais une petite pause ou là, ils respectent ce temps, ils savent qu'il est important pour moi. Okay. Et l'après-midi c'est beaucoup plus ouvert, c'est les rendez-vous, les recrutements, rendez-vous internes, etc. C'est là où je suis le moins compétent pour me concentrer, mais où je peux parler et sans trop me fatiguer. Bah écoute, tout ça est passionnant, c'est marrant. Je suis assez impressionné par toute cette maturité, cette réflexion vis-à-vis de toi, mais aussi du business. Hein. Je trouve que vous avez évolué très vite avec Lou, donc Lou. Bravo, parce que 26, bientôt 27 ans, c'est quand même une sacrée aventure. Moi, je suis très impressionné. Encore une fois, je trouve que Fetch, c'est un modèle dans le genre, que je pense que nous, on a été impliqués, par exemple, dans le lancement de WeFlash, que tu connais parce que je crois que tu travailles un petit peu avec Thibaut, qui est aussi quelqu'un de très impressionnant et très jeune. Il a mon âge. Ouais, Thibaut Lemonnier, et que je salue au passage, et lui qui a déployé, alors directement par obligation dans ce type de business, de photos. Donc WeFlash propose des photos à notamment des agents immobiliers ou des acteurs comme Fetch pour aller faire des photos en local des plats de tous les restaurants, par exemple. Et WeFlash propose des photos à plein de monde et doit être dans toutes les villes et doit avoir une capillarité hyper importante. Donc le lancement aussi sur un aspect très national, là c'est une obligation. Donc c'est un modèle différent, mais voilà. Donc merci pour tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Alors du coup, principalement sur LinkedIn, ouais. C'est là où j'accepte les gens. J'accepte pas sur Facebook, ça reste perso Facebook. Puis Twitter, tu y es plus. Twitter, je l'utilise plus, il est complètement mort de mon côté. Ok. Et puis voilà, principalement. Voilà. N'hésitez pas hésiter à venir me parler. Je réponds sur LinkedIn à quasiment tout le monde. Si je réponds pas, faut me relancer. Ouais. Et puis voilà, puis après Fetch, Fetch-livraison. Fetch-livraison.com. Donc et là, c'est pour les gens qui sont concernés par les villes dans lesquelles on est, ou de venir nous voir, comme tu disais, si vous voulez ouvrir une ville. Question que j'ai pas posée, vous avez une application? Là, on va la sortir, l'application. D'accord. C'était notre gros, les problèmes de la tech, voilà, comme Fetch, c'est pas une boîte pure tech dans notre ADN ouais. fondateur. Il y a des choses qui ont mis plus de temps à sortir et on rattrape là fin 2017, début 2018 le retard qu'on avait accumulé. Et la prochaine étape, c'est quoi pour vous? C'est de vendre à un plus gros? Ça pourrait sembler assez naturel finalement de se dire un Foodora, Uber Eats. Moi, ce que je trouve hyper malin dans cette approche, c'est de se dire j'ai monté tout un maillage. Salut, au revoir. Enfin bon, c'est pas une belle histoire à raconter, mais où c'est vraiment de grossir encore dans plein de villes à l'étranger, ou d'aller du coup, parce que
il serait pas forcément hyper naturel que vous alliez à Paris ou dans les très grosses villes. C'est pas. On n'a pas vocation. Voilà, je pense qu'on ne sera jamais à Paris. Après, on peut pas dire jamais, mais c'est pas la vision en tout cas aujourd'hui. Ma vision, c'est aujourd'hui pourquoi on fait Fetch, c'est le challenge intellectuel, le challenge de monter une entreprise, de voir les étapes d'une entreprise. C'est pas vraiment financier, même si voilà, je veux pas cracher sur l'argent. Donc aujourd'hui, la vision, c'est faire toute la France dans notre cible et entamer en tout cas au minimum un développement européen. Et après, dans l'idéal, que Fetch puisse continuer avec ou sans moi dans quelques années. Là, on parle d'horizon 4-5 ans, imaginons. C'est un scénario qui me plaît bien. Et après, voilà, c'est clair qu'il y a plein d'opportunités de se faire racheter, mais c'est pas forcément le but aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. Bon bah top. Et ben écoute, donc on te suit sur LinkedIn, on suit Génération Do It Yourself aussi un peu partout. Je remercie aussi tout le monde de noter, je le précise pas assez, mais 5 étoiles, hein, parce que 4 sur les, vous le savez, 5 c'est mieux. 4 c'est pas une bonne note, c'est 5, et c'est très important pour le podcast sur iTunes en particulier et ailleurs de le partager. Voilà, je te remercie Jean-Charles. J'ai passé un très bon moment avec toi. J'espère que tout le monde en passera un aussi bon que moi. Et je te dis donc à une prochaine étape. Et merde pour Fetch, merde à toute l'équipe. Merci beaucoup à toi aussi. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou SoundCloud, à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphanie. Merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast. L'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free.